qui communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. C'est un livre dont le titre dit tout, Taverne mystérieuse. Bienvenue au drame. On est dans les crimes non résolus. Et certains le sont, certains le sont pas. Dans les bars, les tavernes au Québec, on sait que le true crime est très populaire. On en parle sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Mais cette fois-ci, ce livre-là s'intéresse vraiment au Québec. C'est Annie Richard qui est en studio avec nous, mais c'est fait avec Jean-Philippe Rousseau. Ils ont d'ailleurs un CV. Là. Vous avez fait La dépoussiéreuse de crime, entre autres, Motel Mystère avec Jean-Philippe Rousseau. Jean-Philippe Rousseau, la filière d'Allo Police. Donc, il y a de l'expérience là-dedans pour le true crime. Là. Oui, en effet. L'objectif de ça, parce qu'on est dans la prohibition, on parle du crime organisé de l'époque, des disparitions, ça va dans plusieurs directions, là. Qu'est-ce que vous aviez voulu nous transmettre avec ce livre-là? Bien, c'est sûr que si on restait juste dans le thème criminel ou crime organisé, ça aurait pu être répétitif. Fait que c'est sûr que nous, notre quête dans ça, c'est de chercher aussi de l'insolite, même des moments heureux, des disparitions, des mystères, comme vous disiez, du résolu comme du non résolu. Mais ça part toujours d'une taverne ou d'un bar. Oui, absolument. Puis même on préconise quand ça se passe dans la taverne vraiment, qu'on s'évapore pas trop ailleurs, et aussi que, si possible, que la taverne est encore, des fois qu'il a changé de nom, mais qu'on peut encore aller prendre un verre là-bas. Mais entre autres, dans le livre, il y a Chez Paré là, qui fait l'objet de plusieurs pages dans le livre, là. Oui, qui est encore là. On a aussi, dans le centre-ville de Montréal, le bar La Taverne, le Midway, qui porte même le même nom aussi là, depuis des décennies. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mettons, chez Paré? Bien, chez Paris, on a plusieurs événements. C'est sûr qu'il y a eu du crime organisé à une autre époque, je ne sais pas maintenant. On n'est pas très dans le contemporain, il faut dire. Là, on est plus dans le passé. Chez Paris, on a des histoires, notamment avec Frank Cotroni, qui avait fait un saccage dans les années, si je ne me trompe pas, je crois, c'est fin 50. Puis on a une histoire quand même insolite où il y aurait eu une espionne russe qui aurait été, en fait, ce qu'il disait, une hôtesse qui travaillait, là, c'était d'autres termes à l'époque, hein, puis qui travaillait au bar et qui avait fait un scandale, comment qu'on appelle, je pense, sexopolitique, qu'on disait à l'époque. C'est parce qu'elle flirtait avec un ministre, il me semble. En plus de la sécurité intérieure. Oui. Elle était soupçonnée d'être une espionne russe, Gerda Munzinger. Donc, c'est une histoire qui avait, fait couler beaucoup d'encre là, au début des années 60, parce que ça a pris quelques années avant que ça sorte, là, cette affaire-là. Il y a certaines histoires de corruption aussi, un maire qui étouffe justement tout ce qui est un peu illégal parce que ça rapportait beaucoup d'argent à Montréal. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être même qu'on ne connaît pas, là, des comme ça. En effet, il y a eu, des fois par la peur aussi, hein, ça pouvait être la crainte qui faisait en sorte que des choses n'étaient pas nommées telles que telles, puis qu'on camouflait les affaires, là, ouais. Quelle histoire vous avez déterrée qui vous a surpris ou qui vous habite encore? Il y en a pour qui j'affectionne les victimes. Souvent, c'est les victimes d'affaires non résolues qu'on va affectionner, évidemment. Mais je pense qu'il y en a une qui m'a surpris et que j'aimerais retourner dans cette enquête-là. C'est l'histoire, en fait, d'un bar qui existe encore, mais qui a changé de nom. C'est le Pub Andrews, dans le centre-ville, qui, à l'époque, s'appelait le Cat's Den Lounge. Et là, c'était un repère du West End Gang dans les années 60 et début 70. Il y a eu des meurtres, notamment, dans le bar. Mais j'ai découvert quelque chose qui n'a pas traversé le temps, où ça n'a pas été tout à fait nommé. En fait, on savait qu'il y avait des liens avec des membres importants du crime organisé de Boston, ça allait vraiment pas bien à cette époque-là. Les années 60-70, là-bas, il y avait des grosses gangs, là, des clans assez violents, beaucoup de crimes là-bas. Et il y aurait eu un échange de tueurs entre des disons, des criminels notoires de la West End Gang de Montréal avec la Winter Hill Gang qui fait même l'objet de documentaires, là, qui était un groupe très, très important, si je peux dire, notoire. Et comme tu dis, échange de tueurs, c'est quoi? Parce que leur visage était connu dans l'autre ville. C'est ça qu'on appelle l'échange, là? Toi, tu vas aller travailler là. OK. C'était le règlement de compte. En fait, il y aurait eu échange de tueurs parce que, premièrement, les empreintes digitales seulement à l'époque, on n'a pas d'ADN, c'est les années 60. Donc, on est perdu en conjecture un peu. Ça prend du temps à cette époque-là. Pas que ça se fait pas un partenariat avec les autres corps de police, mais n'empêche qu'à cette époque-là, c'est difficile, là, c'est plus long, transmettre les empreintes, tout ça. Donc, il n'est pas connu de la police ici et ils ne sont pas connus de la police là-bas. Donc,
Ils C'est un deviennent plus subterfuge. efficaces dans l'autre ville, fait qu'on se les passe. Carrément, ce serait. Puis j'ai trouvé, disons, en fait, on a trouvé quelques articles de journaux d'avis légaux qui prouvent qu'en effet, il y aurait eu des liens avec la Winter Hill Gang. Ouais. Il y a aussi d'autres bars à travers le Québec, entre autres à Trois-Rivières, des disparitions non résolues. Parle-nous de ce duo-là qui est dans le milieu du livre à peu près. Oui, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, là, aimée étant évidemment là, dans le sens de l'enquêter. C'est l'affaire, en fait, c'est un cas qui est sur les cas non résolus du site web même de la Sûreté du Québec. 2 cabaretiers à Trois-Rivières, 2 garçons de table, en fait, qui, bon, selon les hypothèses, les rumeurs des témoins, là, c'est que le bar fermait, il était 3 heures du matin, et il y avait un groupe de gens criminalisés dans le bar qui ne voulaient pas que ça ferme, mais les cabaretiers ont voulu là, vraiment, tu sais, faire respecter... Ils sont un peu mis dehors. Oui, c'est ça. Et là, il y aurait eu une bataille, il y aurait eu, tu sais... Altercation assez violente. Oui, violente. Puis, en fait, les 2 hommes n'ont jamais été retrouvés, mais il y a tellement eu une enquête, il y a eu plusieurs corps de police même qui sont venus à Trois-Rivières pour essayer de prêter main forte aux policiers. On n'a jamais retrouvé leurs traces, là. On n'a jamais retrouvé leurs traces. Il y a même des photos disponibles sur les archives nationales, des travaux de réfection de la rue où on voit vraiment le trottoir complètement creusé parce qu'on refait les trottoirs, la rue du Cabaret Rio, en fait, de la rue où il y avait le Cabaret Rio, qui était le mini Red Light, en fait, à cet endroit-là de Trois-Rivières. Puis, il y a des hypothèses que les corps sont là. J'ai même vu des hypothèses... Qui ont été comme coulés dans le béton en dessous du trottoir, oui. Absolument, c'est ça. Il y avait ça. Il y avait même une que je considère peut-être pas loufoque, mais disons moins probable, qui aurait été coulée en dessous du plancher de danse du bar, parce que c'était un bar qui se situait en bas d'un cinéma. Puis, des hypothèses de toutes sortes qui ont amené les policiers jusque dans le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent. Lac Saint-Pierre. Lac Saint-Pierre, oui. C'est ça, le lac Saint-Pierre, c'est ça. Puis, c'est jamais résolu, là, non. Puis donc, ça nous fait voyager dans ce livre-là. Vous avez des images d'archives, il y a des photos aussi dans le livre. Il y a un gros travail de recherche, là. Oui, parce qu'on trouve que c'est intéressant d'avoir du visuel. Tu sais, je sais pas, je trouve que c'est important dans le documentaire, tu sais, de pouvoir, ne serait-ce que de s'attacher, de mettre un visage aussi sur les victimes. Donc, oui, mais souvent, on les trouve en faisant nos recherches aussi, puis après, bon, on les soumet, ouais. Il y a un de nos auditeurs, Vincent, qui se demande est-ce qu'il va y avoir un tome 2 des archives d'Allopolis. Mais ça, je pense que c'est votre collègue, c'est Jean-Philippe qui l'avait fait, ça. Hein? Non, on était ensemble. Vous étiez ensemble là-dedans aussi? Co-auteur avec Karine Perron qui possède les archives d'Allopolis. Il y a, je crois, si je me trompe pas, là, je veux pas me dire, mais je pense qu'il y a 5 tomes de prévus. Nous, on s'est fait demander le premier. On était vraiment heureux et contents qu'on nous le demande. Mais je sais que Karine est en train de travailler un 2e sur un sujet que je nommerai pas parce que je vais la laisser. Mais faire qui ses sait? annonces, peut-être. Ouais. Bon. Ben alors, le livre est disponible partout. Taverne Mystère, bienvenue au drame. Ça nous fait revivre l'époque. En même temps, moi, je trouve que ça nous donne envie d'aller dans les lieux qui existent encore pour vivre cette affaire-là. Annie Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci. chance.